Bonjour et bienvenue dans cette formation Solvay's démarrage rapide. Je suis François Krupp, le cofondateur de Solvay's. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les principales fonctionnalités de l'application dans un contexte de résolution de problèmes techniques, même si cette formation et Solvay's peuvent très bien s'appliquer à d'autres types de contextes. Je vais commencer cette vidéo par vous rappeler les bénéfices de Solvay's du point de vue de l'utilisateur et de l'organisation dont il fait partie. Et puis après, on va s'intéresser à l'outil en expliquant comment fonctionne la page d'accueil de l'utilisateur, créer et analyser un problème ensemble, gérer l'implémentation de ce problème, également comment exporter ou imprimer différents éléments au sein d'un problème, communiquer à l'intérieur d'un problème et autour d'un problème. On appelle les problèmes challenge dans Solvay's. Alors comment classer et retrouver ces challenges et les challenges dont on fait partie, et puis on terminera par comment modifier ces différentes alertes email et préférences utilisateurs. Donc Solvay's, c'est quoi? C'est une application qui permet aux entreprises de mieux résoudre leurs problèmes. Donc, chaque problème est traité plus efficacement et chaque expérience facilite le traitement de problèmes similaires, voire en empêche l'apparition. Solvay's a été créé en partant du constat que même dans les entreprises avancées en termes d'excellence opérationnelle, un même problème pouvait se reproduire fréquemment, soit au même endroit lorsqu'il n'a pas été correctement traité dès le début, soit sur d'autres sites parce que l'expérience du premier problème n'aura pas été partagée efficacement. Donc le principe de Solvay's, c'est d'améliorer l'analyse de chaque problème, de permettre d'éviter des problèmes similaires et de pouvoir réutiliser l'expérience acquise pour traiter plus facilement des problèmes dans des contextes adjacents. Donc le but, c'est que l'amélioration continue devienne vraiment exponentielle et plus incrémentale. On va maintenant découvrir ensemble l'application. Au cours de votre première connexion, un pop-up va s'afficher vous proposant de rejoindre des communautés. Donc les communautés sont des groupes d'utilisateurs. Ici, il y a 2 communautés par défaut dans le cadre de cette démo. Je vois que je suis ici membre de la communauté Solvay's et qu'il y a une communauté Acme du nom de l'organisation de démo qui m'est proposée. Donc pour la rejoindre, j'amène mon pointeur de souris sur la communauté en question. Il y a un bouton bleu qui s'affiche en haut à droite. Je clique sur rejoindre et me voilà membre de la communauté Acme. Je pourrais également créer une nouvelle communauté. N'importe quel utilisateur peut créer une communauté dans Solvay's. Et ensuite, je vais cliquer sur commencer à utiliser Solvay's. Me voici sur ma page utilisateur qui se décompose en 3 grandes zones. Une première zone qui est la barre de navigation verticale en haut, et donc en cliquant ici, on accédera toujours à cette page d'accueil utilisateur. Ici, on a un champ de recherche rapide qui permet de chercher un challenge, une personne, une communauté, et ici, un lien vers l'écran de recherche avancé, donc avec une recherche multicritère sur, encore une fois, les challenges, ou les personnes, ou les communautés. Ici, on voit l'icône qui indique le nombre d'emails reçus dans la messagerie interne à Solvay's. Le menu d'aide, qui vous donne un accès vers le helpdesk Solvay's, donc c'est un portail qui vous permet de créer des tickets ou d'avoir plus d'informations. Un lien vers le manuel utilisateur au format PDF. Une introduction à Solvay's, donc ça c'est un tutoriel qui va vous guider pas à pas parmi les principales fonctions. Et enfin, un lien pour envoyer un email aux administrateurs Solvay's de votre organisation. Sur mon nom, j'ai un lien vers les indicateurs dynamiques. C'est un ensemble de graphes qui va vous permettre d'avoir plus d'informations sur les challenges, les actions qui sont gérées au sein de votre organisation. On verra ça plus tard. Et un lien vers vos paramètres personnels. Donc si vous voulez changer par exemple la fréquence d'envoi des emails, votre adresse email, votre titre, peu importe. On verra également plus tard comment ça se passe. Et enfin, pour se déconnecter. La zone de gauche, le menu de gauche, on voit ici un bouton pour créer un challenge. On va faire ça tout de suite après. Dans le menu en dessous, on a l'activité récente qui est affichée ici. Cette activité en fait comprend l'activité des utilisateurs et également vous montre les challenges dans lesquels vous êtes impliqué ou alors qui appartiennent aux communautés dont vous faites partie. Donc une prévisualisation de challenge vous donne le titre du challenge, par qui il a été créé, il y a combien de temps, par qui il est piloté, les différents participants, les sujets dont il parle, les communautés qui appartiennent auxquelles ce challenge appartient. Et donc ici,
on voit ces challenges parce que ces challenges appartiennent à la communauté Acme, dont moi-même je fais partie. On voit d'ailleurs cette communauté ici. Et enfin, sur un challenge, il y a ces petits indicateurs sur la droite qui seront couverts dans la formation avancée de Solvay's. Si on continue, dans le menu de gauche, donc ici en cliquant, j'ai accès à tous les challenges que j'ai créés moi-même. Là, il n'y en aura pas. Les challenges dans lesquels je suis impliqué, donc en tant que participant, et les challenges qui appartiennent aux communautés dont je suis membre. Il y a la possibilité de créer des dossiers dans Solvay's. Donc ces dossiers sont des dossiers personnels, ils ne sont visibles que par moi. Donc si je crée un dossier maintenance, on voit que ce dossier apparaît ici, et je peux ajouter des challenges dans ce dossier. Voilà. Et donc je pourrais retrouver facilement mes différents challenges en les classant comme ça. Mes actions me donnent une visibilité transversale sur toutes les actions qui m'ont été assignées. Donc j'ai une vue complètement transversale sur toutes les actions. C'est très pratique pour savoir, pour s'y retrouver parmi toutes les actions, mes actions à moi. Les indicateurs me donnent une vue sur le nombre de challenges que j'ai créés, le nombre d'actions que j'ai créées. On voit ici les différentes communautés dont je fais partie, et je peux également créer une communauté ici. Et enfin, un lien pour rechercher sur Solvay's avec des paramètres avancés. Donc on va créer un nouveau challenge dès maintenant. L'écran d'analyse d'un challenge comporte une zone principale qui est ici, qui va permettre de décomposer en fait notre problème en sous-problèmes et en sous-sous-problèmes, ou encore en causes et en sous-causes possibles, et un ensemble de panneaux autour de cette zone principale qu'on peut afficher ou cacher en fonction de la place qu'on veut avoir sur l'écran. Donc en haut de la zone d'analyse, il y a un bouton qui permet de passer de l'écran d'analyse à l'écran d'implémentation qui est un écran de suivi des actions. On va voir ça tout de suite après. Il y a un menu qui permet de passer d'une structure comme celle-ci, d'un arbre en fait. On peut ajouter un autre arbre au sein d'un même challenge, donc on peut avoir plusieurs arbres dans un challenge. On peut insérer sous le nœud sélectionné une structure de type Ishikawa. Donc c'est une structure avec certaines catégories fixes. Et on peut également insérer un challenge entier. Donc si on connaît dès le début un challenge qui est similaire, on peut l'insérer directement sous le nœud sélectionné. Et enfin, on peut standardiser le challenge, c'est-à-dire créer sur la base du challenge actif une meilleure pratique qu'on va proposer au sein d'une ou plusieurs communautés. On verra également cette fonctionnalité, mais dans la formation avancée. Ici, on peut annuler ou revenir sur la dernière action, faire un zoom arrière-avant, afficher les différents panneaux. Donc là, on voit qu'ils sont en jaune puisqu'ils sont tous affichés. La table des matières, on peut avoir une représentation sous forme d'arbre et également sous format de table des matières au choix. Donc en sommaire de livre si vous voulez. Le menu plus permet de remonter dans le temps, donc avec les différentes actions sous forme d'historique. Exporter le challenge au format PDF ou Word, donc là ça va créer un document qui va reprendre l'ensemble des informations liées à un challenge. Exporter une photo de l'arbre, montrer le flux des dernières activités sur ce challenge, et enfin afficher les raccourcis clavier si vous voulez gagner du temps dans la manipulation de l'arbre. Cette icône montre le nombre d'utilisateurs qui sont connectés en même temps sur le challenge. Donc il peut y avoir plusieurs participants évidemment sur un challenge, et s'il y a plusieurs participants qui sont connectés en même temps, on va voir ce que fait chacun en temps réel. Et enfin, cette petite icône permet, en cliquant, d'afficher la fenêtre de chat, donc une discussion en temps réel, et qui permet de dialoguer entre tous les intervenants d'un challenge. Donc pour cette vidéo, nous allons prendre un exemple technique. On va dire qu'on a des fissures sur les aubes d'une turbine à haute pression. Donc on va aller taper ce problème sur le nœud principal du challenge. Donc pour éditer ce nœud, il y a trois solutions. Soit vous cliquez directement sur le nœud avec un clic gauche, une fois que le nœud est sélectionné.
soit vous allez cliquer sur l'icône qui est à côté, clic gauche toujours, ça va vous afficher la roue de sélection, et il y a ici un icône modifier, voilà. Ou enfin, vous appuyez sur CTRL E, toujours une fois que le nœud est sélectionné, et ça passe également en mode édition. Donc on va taper fissure sur aube, turbine, haute pression. Voilà. Une fois le problème posé, on va parcourir les différentes étapes de la résolution de problème en suivant par exemple l'assistant à gauche de l'écran. Donc cet assistant est un guide méthodologique qui vous permet de vous guider au travers des différentes étapes. Alors selon votre maîtrise du processus de résolution de problème, vous pouvez afficher ou cacher cet assistant en cliquant sur la petite croix ici. Donc la première étape, c'est de définir le contexte. Pour ça, on va aller sur le panneau de droite, on va s'assurer que challenge entier ici est bien sélectionné. Et donc on va définir les différents champs du contexte. Alors on pourrait indiquer un titre s'il est différent de la question principale. On va ajouter des sujets, donc par exemple ici on va dire que c'est un problème de haute pression et un problème de turbine. Voilà, donc ici ça me propose des sujets, mais je peux également créer moi-même des sujets qui sont en fait des mots-clés. Alors, on peut indiquer une description générale du problème, un historique si c'est un problème récurrent, des objectifs, par exemple on pourrait suggérer d'améliorer le MTBF de la turbine de 30%, et une fois le problème terminé, on peut indiquer ici un résultat. Alors en fonction de votre organisation, vous pouvez ici avoir des dimensions qui vont vous permettre d'évaluer ce challenge selon certaines dimensions. Ces dimensions varient d'une entreprise à l'autre, donc ici j'ai 4 dimensions, et je peux affecter une note entre 1 et 10 sur chacune de ces dimensions. Et cette note va me permettre après de prioriser les différents challenges au sein d'une communauté. On verra ça, on verra ça un peu plus tard dans la formation avancée. Ensuite, en dessous, si on descend, vous allez avoir les différentes questions classiques dans la méthodologie de résolution de problème, quoi, où, comment, qui vous permettent de préciser de manière assez fine ce qui est arrivé dans le problème et comment. Donc vraiment décrire le contexte. La prochaine étape, c'est de définir l'équipe qui va participer à la résolution du challenge. Donc pour ça, on va cacher l'onglet contexte en cliquant sur son titre. Par défaut, un challenge n'est visible que par son propriétaire, son créateur, mais on peut ajouter d'autres participants. Donc par exemple ici on va rajouter des participants qui auront accès en lecture-écriture, c'est-à-dire qui pourront modifier la structure de l'arbre. Des participants en lecture seule, donc qui ne pourront que voter ou donner leur avis au travers de commentaires. Et également des communautés. Donc ici par exemple on va inclure la communauté pompe, et tous les membres de la communauté pompe auront accès en lecture seule à mon challenge. On a défini le contexte de notre problème et l'équipe qui allait participer à sa résolution. On peut donc maintenant s'attaquer à l'analyse. Alors pour ça, on peut, selon le besoin et la complexité du problème, on peut s'appuyer sur une structure de type Ishikawa qui va nous permettre d'avoir des thèmes sur lesquels on peut structurer notre analyse, donc un petit peu des thèmes de guide. Alors dans le cadre de cette démo, on va lister directement des causes possibles. Et par exemple, on peut imaginer les vibrations qui pourraient créer des fissures sur des aubes. Donc pour ajouter en fait une cause possible, on a deux solutions. Soit avec l'icône, en faisant un clic gauche, on accède à la roue de sélection, on appuie sur plus pour créer un successeur, ou alors directement en appuyant sur Tab quand le nœud est sélectionné. Donc ici, on va taper vibration, entrée, et on va créer une autre cause possible qui est la cavitation. Donc pour ça, on va créer un frère, en fait, un nœud sur le même niveau que la vibration. Pour ça, on appuie simplement sur entrée. On peut également le faire au travers de la roue de sélection. Donc ici, on a dit cavitation. Alors en répétant ces opérations, on peut structurer notre problème et ajouter autant de causes possibles qu'on le souhaite. On va voir une autre façon d'ajouter des causes que sont les suggestions.
donc les suggestions automatiques de Solvay's. Pour ça, on va aller sélectionner un nœud, par exemple le nœud racine, et puis s'assurer dans le panneau de droite que le bouton nœud sélectionné est actif. Ensuite, on va cliquer sur Suggestions si ce n'est pas encore ouvert. Et là, on voit plusieurs types de suggestions. Donc, il y a les suggestions de structure, qui sont celles qui nous intéressent là maintenant, qui vont nous suggérer soit des leviers, en fait, donc des éléments qui ont une influence sur mon problème, ou alors des recommandations qui sont en fait des actions. Il y a les suggestions d'experts, donc des gens qui sont experts dans le domaine en question, ou alors de documents. On va voir ces deux suggestions tout de suite après. Donc ces suggestions, on voit que Solvay's nous suggère de la corrosion ou alors l'impact d'un élément extérieur comme cause possible de fissure sur mes aubes de turbine. Pourquoi il nous suggère ça? Probablement parce que dans la base de données d'Acme, la société en question, il doit y avoir un problème similaire qui permet à Solvay's de suggérer ces causes possibles. Donc je peux en importer l'une, l'autre, aucune ou les deux. Donc là je vais importer les deux. Je vais simplement me mettre ici, attendre que ces deux-là soient bleus, et cliquer. Clic gauche. Les suggestions dans Solvay's étant issues de problèmes similaires, lors de la mise en place de Solvay's dans votre entreprise, la base de données sera vide et donc il n'y aura pas de suggestions au début. Et puis, petit à petit, à chaque nouveau challenge, Solvay's va enregistrer tout ce qui est fait et donc ça va alimenter des problèmes similaires. Donc là, ici, la prochaine fois que j'aurai un problème qui va parler de fissures sur des aubes de turbine haute pression, je vais avoir les suggestions qui m'ont été faites ici et également les suggestions qui proviennent des causes que j'ai listées moi ici. Et donc, à chaque nouveau challenge, ça va enrichir la base de données. Alors, il y a également des suggestions d'experts. Ces experts ont été identifiés par l'entreprise au préalable ou alors identifiés par Solvay's via leur utilisation de l'outil. Pour inviter un expert à participer, il suffit de passer sa souris sur l'expert en question et de cliquer sur le bouton Demander l'avis, ce qui va permettre d'envoyer un email personnalisé à l'expert qui va recevoir un email avec un lien et en cliquant sur ce lien, il deviendra participant à ce challenge. On peut également avoir des suggestions de documents. Donc ici, on voit qu'il y a un plan de turbine haute pression qu'on peut insérer. On peut le prévisualiser en cliquant dessus, clic gauche, et on peut également l'insérer sur notre challenge. Donc ici, en cliquant sur insérer, on voit que maintenant j'ai un document puisque j'ai inséré ce document sur le nœud sélectionné, puisqu'ici j'ai nœud sélectionné qui est actif. On peut bien sûr ajouter des documents à n'importe quel endroit de l'arbre. Donc ici, on va par exemple ajouter des documents au challenge entier, et ces documents peuvent être les spécifications de la pompe. Donc voilà, par exemple. On peut donc charger un document sur le serveur. Alors ça peut être n'importe quel type de document Office, ça peut être un fichier Google Drive, donc un lien vers un fichier Google Drive, une vidéo, une note, peu importe. Donc ce document est attaché soit à l'ensemble du challenge, si c'est le challenge entier qui est sélectionné, soit au nœud qui est actuellement sélectionné. Et là, par exemple, on voit que en dessous du document, il y a un lien attaché au nœud. Donc là, ça indique que le document n'est pas attaché. Si je veux, par exemple, lier ce document au nœud corrosion, je sélectionne le nœud corrosion, je clique sur attacher au nœud, et on voit qu'une icône apparaît pour indiquer qu'il y a un document qui est attaché à ce nœud-là. À tout moment de l'analyse, il peut être nécessaire d'identifier une action pour s'assurer qu'une cause possible est bien une cause réelle du problème. Donc là, par exemple, on pourrait ajouter une action sur le nœud vibration pour aller vérifier les vibrations sur la turbine et s'assurer que c'est bien une cause réelle. Donc
on va aller sélectionner le nœud vibration et cliquer sur nœud sélectionné. Tout en bas, il y a un onglet Action. Donc on va faire Nouveau, Nouvelle action. Et on va dire Vérifier vibration. On peut décrire l'action, indiquer une date de début, une date de fin. Par défaut, voilà, définir un propriétaire. Et assigner l'action. Donc on voit qu'ici il y a une action qui a été associée à ce nœud. On voit une prévisualisation de l'action, des principaux éléments de l'action ici. Et on va avoir la vue détaillée de l'ensemble des actions liées à un challenge via l'écran implémentation ici. Donc on clique sur le bouton pour afficher l'écran en question. On peut fermer l'assistant. Alors cet écran se décompose dans une table des actions où on va voir l'ensemble des actions du challenge. Ici, il n'y en a qu'une qu'on vient de créer. À droite de cette table, il y a une vue sous forme de ligne de temps. Alors on peut zoomer en avant et en arrière dans cette vue avec la molette de la souris. On peut également déplacer en faisant un clic gauche, en maintenant enfoncé et en déplaçant, puis en relâchant. Dans le bas de l'écran, on voit un panneau avec l'ensemble des détails de l'action sélectionnée, donc son titre, description, date de début, date de fin, les différents acteurs, il y en a au moins un, mais il peut y en avoir plusieurs, deux dimensions, deux critères qui sont impact et faisabilité. On peut ne pas les utiliser, mais si on a un grand nombre d'actions, ça peut être utile de prioriser les actions en fonction de ces critères-là. On va voir tout de suite comment. Et enfin, dans le bas, il y a l'avancement de l'action par les différents acteurs. Ici, il n'y a qu'un acteur. L'avancement, il y a une jauge comme ça entre 0 et 100%. Donc imaginons par exemple que l'avancement soit de 100%, l'action passe en vert, en temps réel pour tout le monde, donc tous les intervenants voient l'action qui passe en vert en même temps, et peuvent suivre l'avancement de toutes les actions de manière transversale. On peut indiquer un résultat, donc par exemple, dire qu'il n'y a pas de vibration anormale sur la turbine. On peut ajouter des actions à tout moment, soit via l'écran d'analyse, ici, soit directement depuis la table d'action. Ici, il y a un menu d'action. Donc en cliquant sur le menu, on peut ajouter des nouvelles actions, voire des sous-actions. Attention que quand on ajoute une action par l'intermédiaire de ce menu, les actions ne sont pas attribuées à un nœud en particulier, mais à l'ensemble du challenge. On peut effacer et supprimer l'action sélectionnée. On peut mettre de côté une action, donc si une action n'est pas, par exemple, pas assez mature, que on ne sait pas forcément sa date d'échéance ou les acteurs qui vont être assignés, ou qu'on manque d'informations sur l'action, on peut la créer et la mettre de côté pour ne pas l'oublier. De la même façon, on peut la ramener une fois qu'on a plus d'informations sur cette action. Si une action est en retard, le propriétaire d'un challenge peut envoyer un rappel aux acteurs d'une action. Alors, ce menu permet de montrer les actions mises de côté ou cacher les actions mises de côté. Et alors le menu plus va permettre de cacher le détail des actions. Donc il s'agit du panneau du bas. Donc si on cache le détail, ça va afficher, si on a un très grand nombre d'actions, ça peut être utile d'avoir toutes les actions sur le même écran. On peut de la même façon cacher le planning. Donc si je cache le planning, j'ai l'affichage de la table complète des actions, et donc qui va reprendre l'ensemble des informations, hormis le résultat et les commentaires. Et on va pouvoir faire des tris sur chacune de ces colonnes. On peut également afficher la matrice de priorisation. Donc, tout à l'heure, on a parlé des critères impact et faisabilité pour chaque action. Ces critères, dans le cas où on a beaucoup d'actions liées à un challenge, vont nous permettre de prioriser ces différentes actions. Donc soit en modifiant directement depuis la jauge, ici,
soit en déplaçant directement l'action. Donc on se place sur l'action, on fait un clic gauche, on maintient enfoncé et on peut bouger l'action directement sur le graphe. On relâche, ça modifie les paramètres qui sont ici, et donc ça permet de trier l'action en fonction de ces deux critères. Donc s'il y a un grand nombre d'actions, ça permet de dire, ben voilà, on va faire en premier les actions les plus faisables, par exemple, et qui ont le plus grand impact, donc celles qui sont dans ce cadran-là, et on va les définir comme prioritaires. Pour ça, on va soit modifier ici dans la liste déroulante, soit on se place sur l'action et on fait un clic droit. L'action passe en jaune, et on voit qu'ici, son statut est passé à prioritaire. Et donc on peut très facilement, comme ça, identifier quelques actions qu'on va faire en premier. Donc au travers des différentes manipulations qu'on vient de voir, on va pouvoir poursuivre l'analyse du problème en continuant à identifier des causes possibles et en vérifiant pour chacune l'influence de ces causes sur le problème en question, jusqu'à arriver petit à petit aux causes racines du problème. Donc on va poursuivre exactement de la même façon que ce qu'on a commencé. Donc là, pour la démo, on va pas poursuivre ça dans le détail. Je vous montre comment on définit l'influence d'un nœud. Ici, on voit justement dans le nœud sélectionné, dans le contexte, il y a une jauge influence du nœud. Donc, par défaut, toutes les influences sont égales et maximum. On peut diminuer l'influence d'un nœud. Donc, par exemple, on a vu que il n'y avait pas de vibration sur la turbine, donc a priori, cette cause n'a pas une grande influence sur le problème. Donc on va diminuer l'influence au maximum, et ça va nous permettre de nous focaliser sur les causes qui pourraient avoir une influence. Alors il y a une chose que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est les différents types de nœuds. Donc on a vu le nœud de type levier, qui représente les différentes causes possibles d'un problème. Il y a également le nœud de type recommandation. Donc les recommandations, c'est une action qui est faisable sur un nœud en particulier. Donc imaginons que pour les vibrations, on ait identifié qu'il fallait changer la fréquence des analyses vibratoires. Donc pour ça, c'est facile, on va créer un nœud en dessous et on va mettre modifier la fréquence des analyses vibratoires. Et on va aller changer le type de ce nœud grâce à l'icône à côté de ce nœud. On va sélectionner la petite roue crantée, et ici il y a différents types. On va sélectionner le type recommandation. Le nœud change de couleur. Alors vous aurez noté qu'il y a également des nœuds de type catégorie. Catégorie, ça représente des nœuds qui n'ont pas d'influence sur le problème, comme par exemple, on pourrait dire, il y a un problème de turbine, et il y a une séparation entre l'usine A et l'usine B. L'usine A et l'usine B ne représentent pas des leviers possibles ni des actions, c'est juste des nœuds de type catégorie, et l'intérêt de les identifier comme catégorie, c'est qu'ils ne sont pas indexés par Solvay's pour faire des suggestions dans des problèmes similaires. Et enfin, le dernier type, qui n'est pas vraiment un type, c'est plus un indicateur, c'est l'indicateur de cause racine, donc c'est celui-ci. Imaginons par exemple que cavitation soit la cause racine du problème. Évidemment, ça sera plus fin que ça dans la réalité, mais pour l'exemple, prenons cavitation. On va aller identifier cavitation comme cause racine, et donc là, ça va passer le nœud dans une autre couleur pour avoir une indication visuelle de la cause racine du problème. Enfin, si je veux exporter toutes les informations liées à ce challenge pour les envoyer par exemple à quelqu'un ou à un organisme externe à l'entreprise qui n'a pas Solvay's, il me suffit d'aller sur ce menu plus, sélectionner exporter le challenge, et là je peux choisir entre le format PDF ou le format éditable Word, et en fait ça va constituer un dossier avec le rapport en question, qui va comporter toutes les sections du challenge, y compris les actions, également toutes les pièces jointes, et un tableau des actions détaillées
qui est utilisable au format Excel ou autre. Une dimension importante dans Solvay, c'est la collaboration. Donc on peut collaborer au sein d'un challenge entre les différents participants par deux canaux. Le premier, c'est le chat qu'on a vu au début et qui est accessible via cette icône. Donc si on clique, on voit en fait les conversations en temps réel et également l'historique. Et c'est des conversations qui sont diffusées auprès de tous les participants. On peut déplacer cette fenêtre de chat en faisant un clic gauche et en maintenant enfoncé. Donc je peux la laisser ici si je veux. Et je peux également la fermer et la rafficher à tout moment. L'autre canal, c'est le panneau de collaboration qui est situé en bas de l'écran. Ce panneau de collaboration va permettre de laisser des commentaires et d'affecter ces commentaires soit au challenge entier, soit aux nœuds sélectionnés. Donc, admettons qu'on veuille ajouter, je suis simple participant et je veux ajouter un commentaire sur le nœud corrosion. Je m'assure dans le panneau de droite que c'est bien le nœud sélectionné qui est actif. Et donc, je clique sur Nouveau pour attacher un commentaire à ce nœud. Et je vais taper mon commentaire. Avez-vous pensé au revêtement anti-corrosion? Je poste mon commentaire. Et donc, les autres participants vont pouvoir voir ce commentaire. On voit ici qu'il y a une icône qui a été ajoutée qui indique qu'il y a un commentaire attaché à ce nœud. Donc, on peut rapidement voir quels sont les nœuds où il y a des commentaires. Et les autres participants vont pouvoir évaluer la qualité de mon commentaire en votant plus ou moins. Les votes sont anonymes, mais ils permettent d'indiquer à Solvay la pertinence des commentaires et donc, par ce biais, de dégager l'expertise au fur et à mesure sur différents sujets. J'ajoute qu'on peut également voter sur les documents qui sont soumis par les différents participants. Vous voyez ici, en dessous de chaque document, il y a des petits icônes de vote. Donc on vient de voir les différentes fonctionnalités qui permettent de résoudre un problème. On va maintenant retourner sur la page d'accueil pour voir comment retrouver les différents challenges, que ce soit les miens ou ceux d'autres personnes ou d'autres communautés. Donc on clique sur le logo Solvay en haut. Sur ma page d'accueil, je retrouve l'activité récente liée au challenge ou aux personnes qui sont susceptibles de m'intéresser. Et je peux également accéder directement au challenge que j'ai créé. Ici, il n'y en a qu'un, celui qu'on vient de faire ensemble. Je vais le ranger dans le dossier maintenance qu'on a créé au début. Pour ça, je clique sur le bouton dossier et je sélectionne le ou les dossiers dans lesquels je souhaite ranger mes challenges. Les challenges dans lesquels je suis impliqué donc en tant que participant, pour l'instant il n'y en a pas puisqu'on vient de créer le compte. Et enfin les challenges qui sont liés aux communautés. Ici je vais retrouver tous les challenges qui sont liés à la communauté Acme que j'ai rejointe au début. En dossier, je retrouve ici mon dossier maintenance et donc les deux problèmes qui en font partie, dont celui qu'on vient de rajouter maintenant. Pour rechercher un élément dans Solvay, j'ai deux moyens, la recherche rapide et la recherche avancée. Donc, la recherche rapide est disponible dans le champ, dans la barre de navigation en haut, et je peux rechercher par exemple des challenges, des utilisateurs ou alors des communautés. Imaginons par exemple que je sois intéressé par tous les challenges qui parlent de turbine. Eh bien, je vais avoir bien sûr les challenges qui comportent le mot turbine dans leur titre, mais également partout ailleurs dans le challenge. Donc si turbine est indiqué sur un des nœuds ou sur le titre d'un document par exemple, ça va me sortir le challenge correspondant. Donc par exemple, ce challenge-là, a priori, parle de... En tout cas, il y a une turbine à un moment qui est mentionnée. Alors on peut chercher également des utilisateurs et accéder directement à leur page. Donc si je clique sur le nom, je retrouve la page de cet utilisateur avec par exemple tous les challenges qu'il a créés, les challenges dans lesquels il est impliqué. Donc on a vu tout à l'heure, on a rajouté
François Cropp, moi-même, dans le challenge qu'on a créé, et également les actions de l'utilisateur. Donc si je clique sur Action de l'utilisateur, je vois toutes les actions de cet utilisateur qui sont dans les challenges auxquels moi j'ai accès. Donc je ne verrai pas les challenges, les actions qui concernent les challenges auxquels je n'ai pas accès, mais cette action qu'on a ajoutée tout à l'heure dans le challenge qu'on vient de créer, je peux la voir puisque j'y ai accès. Et donc je peux voir en temps réel l'avancement. Je vois que cette action est terminée. Et je verrai également toutes les actions sur tous les challenges dont l'utilisateur fait partie. C'est valable également pour mes actions personnelles. Si je retourne sur ma page d'accueil, en cliquant sur le logo, et que je clique sur mes actions, je vais voir la même page avec la liste de mes actions sur tous les challenges dont je fais partie. Ici, il n'y en aura pas puisque cet utilisateur n'a aucune action pour le moment. Le deuxième outil de recherche, c'est la recherche avancée, qui est disponible soit par le lien dans le menu de gauche, soit par le lien à côté du champ de recherche rapide, soit lorsqu'on fait une recherche rapide, c'est toujours le dernier choix qui est proposé. On peut lancer une recherche avancée ici. Alors, lorsqu'on clique sur recherche avancée, il y a trois types d'objets. Donc on peut faire une recherche sur un challenge, sur une communauté ou sur un utilisateur. Cette recherche est multicritère, donc on peut, par exemple, un challenge, si on tape turbine, on retrouve les trois mêmes problèmes de tout à l'heure. On pourrait également filtrer sur une communauté en particulier. Donc par exemple, la communauté pompe, et là il n'y a plus que un challenge qui correspond à cette communauté. On peut également filtrer par sujet, haute pression, et là il n'y a plus que deux challenges qui correspondent à ce critère. On peut évidemment trier les résultats sous format alphabétique ou par ancienneté. On peut trier selon que le challenge est terminé ou ouvert, et on peut effectuer une recherche sur les standards, et on parlera des standards dans la formation avancée. Ça fonctionne de la même manière pour les communautés. Donc ici, il n'y a que deux communautés, mais si vous avez des dizaines de communautés dans votre entreprise, ça peut être intéressant de rechercher ces communautés, voire d'avoir les communautés qui sont tendances, donc celles qui sont le plus actives. Et si vous avez beaucoup de communautés et que vous cherchez une communauté parmi celles que vous avez, vous pouvez également trier sur les communautés dont vous faites partie. Et enfin, les recherches utilisateurs vous donnent la vision sur tous les utilisateurs du système, et donc vous pouvez choisir, vous pouvez rechercher un nom en particulier. La dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment éditer mes paramètres utilisateurs. Pour ça, il y a deux moyens. À côté de votre nom et de votre titre, il y a une petite icône qui vous permet de modifier ces paramètres. Ou alors, à tout endroit dans Solvayz, dans la barre de navigation horizontale, à droite, vous cliquez sur votre nom et vous voyez un lien paramètres. Donc, on clique dessus. Et là, vous allez avoir vos différents paramètres. Alors, si vous vous êtes connecté via la méthode nom d'utilisateur mot de passe, donc en gros, si vous avez un compte propre à Solvayz, vous pourrez éditer vos informations de nom, d'email et votre mot de passe, et même votre photo. Évidemment, si vous êtes connecté via des réseaux sociaux type Google, ces informations sont récupérées depuis ce compte de réseau social et donc ne sont pas disponibles, ne sont pas éditables dans Solvayz. Vous pouvez changer la langue de l'interface et en dessous, vous pouvez changer les différentes fréquences de notification, donc des emails qui vous sont envoyés sur votre messagerie professionnelle, donc cette messagerie-là, ou alors la messagerie qui est liée à votre réseau social. Quand vous recevez une nouvelle action, quand une action vous est assignée dans Solvayz, vous pouvez recevoir un email quotidien, donc c'est-à-dire à chaque jour une nouvelle action vous est assignée, vous allez recevoir un email. Si vous recevez, s'il y a 5 actions qui vous sont créées dans la journée, vous ne recevrez qu'un email, pas 5 emails. Vous pouvez recevoir des rappels d'actions, donc une semaine avant l'échéance, 2 jours avant l'échéance,
un jour avant l'échéance ou à l'échéance. Vous pouvez choisir une combinaison, tout ou rien. Et l'état d'avancement des projets, donc là c'est un mail récapitulatif qui reprend les dernières actions qui ont été faites, les actions à faire pendant la semaine ou pendant le mois en fonction de la fréquence, et les actions qui sont en retard. Donc vous avez un aperçu complet de l'avancement du projet. Et là vous recevrez un mail par projet, par challenge dont vous faites partie. Et la dernière notification, c'est les messages d'utilisateurs par la messagerie interne de Solvayce. Vous pouvez choisir de recevoir une copie de ce message sur votre messagerie personnelle. N'oubliez pas d'enregistrer les changements une fois les modifications effectuées. Ceci conclut cette formation sur les fonctionnalités de base de Solvayce. Je vous invite à consulter la formation sur les fonctionnalités avancées où nous couvrirons notamment les communautés et les standards.